Bonjour à tous et bienvenue sur Bangui-Wood. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre d'un personnage, d'une personnalité, bien sûr, de la scène politique centrafricaine, Monsieur Anicet Georges Doleguele. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est moi qui suis content de parler à votre télévision. Donc, nous sommes ici, bien sûr, pour recueillir ces réactions suite aux derniers événements en République centrafricaine et bien sûr de connaître un peu plus sur son parti pour les prochaines élections présidentielles. Alors, dites-nous, quelles sont vos réactions aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au pays et bien sûr ce qui a été décidé à l'Élysée, on imagine, suite aux rencontres qu'il y a eu hier, samedi 7 décembre. Écoutez, je voudrais d'abord vous dire que je suis satisfait que la France et avec elle l'Afrique et la communauté internationale aient pris la décision d'intervenir en Centrafrique et rapidement et avec efficacité pour imposer la sécurité et permettre que ce pays retrouve la sérénité et puisse organiser des élections libres et transparentes. Est-ce que c'était pas trop tard cette intervention? Je pense que oui. Vous savez, quand les choses ont commencé en mars, moi j'étais ici en France. J'ai vu beaucoup de personnalités politiques ici pour réclamer cette intervention, pour expliquer que si ça n'était pas fait à l'époque, donc au mois de mars-avril, ça allait entraîner beaucoup de dégâts dans le pays. J'ai été content de voir que des ONG ont suivi, que des détails ont été donnés sur les exactions et que finalement les autorités françaises aient pu être convaincues pour articuler cette décision. C'est trop tard parce qu'il y a eu beaucoup de morts et surtout il y a eu une destruction de l'unité nationale. Des choses qu'on n'avait jamais imaginées dans notre pays, aujourd'hui on les vit. La méfiance s'est installée entre les communautés. On va se regarder en chien de faïence pendant des années parce que le temps est passé et que la violence s'est installée et a pris des tournures que personne n'imaginait. Maintenant que cette décision est prise, j'espère qu'elle va aller vite, qu'ils vont aller vite dans l'imposition de la paix, de la sécurité et que les populations vont retrouver leur sérénité. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une corde qui a cassé. Il y a une corde qui a cassé parce que... Dû à quoi? Elle a cassé parce que, vous savez, le jour où la réunion se tenait ici à Paris, c'est ce jour qui a été choisi. Donc le vendredi 6 voilà. et le samedi 7 décembre. Par des apprentis sorciers pour attaquer la ville de Bangui. On ne fait pas une guerre qu'on n'est pas sûr de gagner. Et on envoie des jeunes en guenilles avec quelques machettes, quelques armes de fabrication artisanale, avec beaucoup de griguis sur le corps, en leur disant d'aller prendre le pouvoir dans une capitale de 700 000, 800 000 habitants. Ça a donné ce que ça a donné. Ils ont pu tirer quelques coups de feu. Ils ont surtout assassiné des ressortissants d'une communauté. Et puis voilà, la Séléka s'est servi de ça pour depuis détruire la population centrafricaine à Bangui. Parce que ce qui se passe, plusieurs centaines de morts en quelques jours, c'est du jamais vu. Et donc ceux qui ont pris cette initiative d'attaquer Bangui sont aussi coupables que ceux qui par la suite ont assassiné les populations maison par maison. Donc je suis à la fois triste et indigné par ce qui se passe et surtout indigné par le silence des autorités. On n'a pas entendu, les autorités pouvaient peut-être ne pas disposer de tous les moyens de leur action, mais quand c'est comme ça, on parle aux populations. Les populations ne demandent qu'à ce qu'on leur parle, qu'on puisse arrêter les tensions, qu'on puisse calmer le jeu. Et je n'ai rien entendu de la part des autorités et ça, c'est le plus dramatique. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez de l'autorité en place actuelle? Certains demandent la démission du gouvernement ou un remaniement. Ce que je constate,
c'est que le pouvoir a été pris par les armes depuis le mois de mars et que depuis, il n'y a eu que des désastres. Il n'y a eu que des désastres. Ce sont ses propres autorités qui devaient tirer des leçons de ces désastres-là. Parce qu'au bout d'un moment, quand on fait de la politique, on se pose une question. Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là pour faire évoluer une situation? Est-ce que j'ai les capacités de faire évoluer cette situation? Est-ce que je dispose des moyens suffisants pour faire évoluer cette situation positivement? Est-ce que je suis utile à mon peuple? Est-ce que je ne suis pas en train de tuer mon peuple? C'est des questions qu'on doit se poser en tant qu'homme politique. Moi, je suis un homme politique, c'est des questions que je me pose tous les jours. Donc pour vous, ce gouvernement ne répond pas justement... Je pense que les hommes politiques en place doivent se poser ces questions et y trouver eux-mêmes une réponse. Donc pensez-vous qu'une démission est la meilleure façon aujourd'hui de reconstruire le pays? Je ne peux pas décider à leur place. Je ne peux pas décider à leur place. Je pense que quand on est en politique, on écoute la population. On écoute les opinions des uns et des autres. On écoute la communauté internationale et on se dit quel est mon bilan. Et je pense que c'est le moment de tirer des leçons de ces 9 mois de désastre dans le pays. Alors, quel regard vous portez sur notre Premier ministre? Écoutez, il a été Premier ministre dans un contexte particulier. Il a accepté une mission. Donc il fait partie des autorités dont je vous parle. Il doit faire lui-même le bilan de son action. Les moyens dont il disposait, les contraintes qui étaient les siennes et finalement qu'est-ce qu'il a obtenu au bout de tous ces mois. Je pense que c'est un bilan que chacun de nous doit faire. Alors, on va parler de votre parti maintenant. On sait que vous vous êtes prononcé assez vite quand même en souhaitant être, pourquoi pas, notre prochain président en République centrafricaine. Oui, je me suis déclaré candidat à la candidature aux élections présidentielles si elles avaient lieu un jour, parce que j'ai pensé que j'ai eu la chance d'accumuler une expérience multiforme que je pouvais, à ce moment de l'histoire de notre pays, mettre à la disposition de mes compatriotes. Donc je l'ai annoncé assez tôt, parce que n'oubliez pas que j'ai quitté la République centrafricaine en 2001 pour diriger la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, que j'y suis resté très longtemps et que beaucoup de jeunes qui à l'époque avaient 8 ans, 10 ans sont devenus des majeurs et seront des électeurs aujourd'hui. Donc il fallait que je me fasse connaître par ces électeurs-là. Mais justement, la République centrafricaine traversait toujours cette crise. Est-ce que c'était le moment d'annoncer ça? Oui, c'est toujours le moment d'annoncer à la population que la gestion d'un pays n'est pas forcément par un coup d'État et que viendra un moment où on donnera la parole à la population pour qu'elle vote. Il faut toujours le faire. Il ne faut pas donner l'impression aux populations que Bozizé est venu par coup d'État, Dotodia est venu par coup d'État et que ça ne se fera désormais que comme ça. Il fallait, à ce moment-là, où les gens vivaient un désespoir, leur dire « Ah, l'objectif des accords de Libreville, c'est des élections libres et transparentes. Ces élections sont prévues dans X mois. Je suis candidat à ces élections et d'autres seront candidats aussi. Et donc que demain, il fera jour pour nous tous, parce qu'il y aura un candidat civil qui sera choisi par la population. » C'était important de le faire. La preuve, depuis que je l'ai fait, beaucoup l'ont fait après moi. Mais c'était important de le faire. On n'allait pas attendre que les populations continuent de vivre toutes ces souffrances sans se demander ce qui va se passer demain. Oui, mais est-ce que la population n'a pas besoin de manger, de boire, qu'au lieu d'entendre ou de voir des listes de personnes qui souhaitent se présenter à la candidature? La vie d'un pays, c'est un tout. En tant que Dolo Guélé, je ne peux pas apporter à la population aujourd'hui les remèdes à ces souffrances. Par contre, je lui annonce que j'ai les capacités de réfléchir avec certains Centrafricains pour demain trouver des solutions. En même temps,
comme je vous le disais, je faisais un lobbying multiforme pour que la communauté internationale s'intéresse à la souffrance des Centrafricains et y trouve une solution. En même temps, je discutais avec d'autres compatriotes pour qu'on voit comment intervenir pour que ces choses-là s'arrêtent. C'est une action multiforme qu'il faut faire. L'annonce de la candidature ne fait seulement partie d'un certain nombre d'actions qui ont été faites. Alors, que répondez-vous aux personnes qui disent « on l'a vu, il a déjà été au-devant de la scène chez nous, il n'a rien pu produire aujourd'hui, et pourquoi revient-il » D'abord, j'ai jamais été... Est-ce qu'il ne faut pas laisser la place aux jeunes? Moi, je suis d'accord. Je vous dis honnêtement, je suis d'accord. C'est le principe de la compétition. Moi, j'aurais bien aimé qu'on se retrouve à 5, 10, 20 avec des jeunes qui ne sont pas connus et qui vont apporter leur talent. Le but du jeu, c'est que les Centrafricains puissent choisir un homme ou une femme qui prennent en main leur destinée. Je ne lie pas ça à ma personne. Je dis simplement que je propose mes services. Mais j'invite les jeunes et les moins jeunes à proposer leurs services pour que les Centrafricains puissent choisir en fonction de l'offre qui sera faite. C'est ça la démocratie. Je n'ai jamais été président de la République. J'ai été ministre des Finances et Premier ministre. J'ai fait des choses bonnes, des choses moins bonnes, comme tout le monde. Vous ne trouverez aucun homme politique au monde qui n'ait fait que des choses bonnes. Bien sûr. Donc, justement, le bilan que j'aurais eu à ce moment-là, dans le contexte que je l'ai eu, viendra le moment où je le défendrai. N'est-ce pas? C'est normal. Mais je pense que dire on l'a déjà vu, il faut qu'il laisse la place aux jeunes. La place aux jeunes, ils doivent la prendre, la place. Et moi, j'invite les jeunes à se porter candidat. C'est normal. Vous savez, ma grande joie serait d'être tranquille chez moi, en train de démarrer ma vieillesse avec un jeune président qui apporte au pays tout ce dont il a besoin et que je puisse circuler, aller, venir et me dire je suis heureux d'être chez moi. Ce n'est pas d'être aux premières loges, de vivre toutes les souffrances, d'être le seul à décider avec une équipe pour trouver des solutions. C'est beaucoup de travail, hein? Donc, quelqu'un qui aspire à la tranquillité ne va pas affronter ce travail-là. Donc, je serais intéressé que des jeunes viennent et qu'ils soient convaincants et que les Centrafricains puissent opérer un choix en toute quiétude. Ce n'est pas exclusif quand quelqu'un présente sa candidature. C'est pour inciter d'autres à le faire aussi. Et donc, les jeunes, plus jeunes que moi, parce qu'il y a des moins jeunes que moi aussi qui seront candidats, ceux qui seront plus jeunes que moi et qui auront envie de faire une offre politique aux Centrafricains, je les invite à le faire. Alors, parlez-nous de votre parti, justement. Vous êtes, il y a combien de membres? Alors, j'ai décidé de créer un appareil politique nouveau pour permettre aux Centrafricains d'avoir justement la possibilité de faire la politique différemment et surtout d'avoir une influence sur la politique qui va se faire. J'ai créé avec quelques Centrafricains l'Union pour le renouveau centrafricain, l'URCA. Vous me demandez combien de membres il a? Eh bien, la réponse est simple. On a fait une assemblée générale constitutive, on a déposé le dossier auprès du ministre de l'administration du territoire, on attend l'agrément. C'est quand on aura l'agrément du parti qu'on peut commencer à avoir des adhérents. C'est impossible d'avoir des adhérents si vous n'avez pas encore l'agrément. On a des sympathisants. Et vous avez des sympathisants et vous avez vu, peut-être pas, hein, mais vous avez dû apprendre à Bangui qu'il y a une espèce d'effervescence autour de l'URCA. Il y a un enthousiasme des jeunes autour de l'URCA. Ça m'a fait chaud au cœur. Et donc j'espère qu'on aura autant de sympathisants qu'il y a eu, autant d'adhérents qu'il y a eu de sympathisants quand on a pris cette initiative. J'ai mis en place un bureau politique jeune avec des personnalités qui, pour la plupart, n'ont jamais fait de la politique, justement dans la logique que vous évoquez, qu'il faut laisser la place aux jeunes.
Et donc, j'ai laissé la place aux jeunes. Voilà. Donc, j'espère que ces jeunes-là, au bureau politique de l'URCA, vont imprimer un nouveau souffle, vont attirer plus de jeunes avec nous. Quels sont les projets de l'URCA et comment comptez-vous reconstruire le pays? Un pays comme la République centrafricaine, où tout est à faire, il doit y avoir un projet politique cohérent. Nous avons déjà un embryon de projet politique que nous avons rédigé avec quelques compatriotes. Mais le travail doit être un travail de groupe. C'est-à-dire qu'une fois que le parti est validé, le parti doit valider également le projet de société avant que je ne le rende public. Sinon, je faillirais à mon devoir. Est-ce que le programme n'est pas encore officiel, mais vous avez bien déjà des idées? Si vous étiez président, quelles seraient les premières idées que vous mettrez en place au pays? Vous savez, chez nous, en Centrafrique, il n'y a pas de sécurité du tout. Et tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de business. Aucun homme d'affaires ne viendra. Et quand il n'y aura pas d'homme d'affaires, il n'y aura pas de richesse de créer. Et tant qu'il n'y aura pas de richesse de créer, il n'y aura pas d'argent pour faire fonctionner l'État. Il n'y aura pas de travail à donner aux jeunes. Tout est lié. Il faut mettre la sécurité. Sécurité à l'intérieur du pays. Sécurité aux frontières. Sécurité judiciaire. Pour attirer le monde des affaires. Et c'est le monde des affaires qui permet à l'État d'avoir les moyens de faire le reste. Donc la sécurité, c'est votre première priorité? Ah oui, c'est la priorité absolue. Créer des forces de défense et de sécurité dignes de ce nom. Faire en sorte que le Centrafricain aille et vienne dans le pays sans inquiétude. Ça, c'est vraiment la priorité absolue. Aujourd'hui, que fait le parti au quotidien? Le parti n'existe pas encore, comme vous le savez. Mais vous avez quand même du monde autour de vous. Oui, le parti n'existe pas. Pas la création officielle. Vous faites quoi aujourd'hui? Vous savez, les règles de l'État centrafricain sont claires. Tant que vous n'avez pas encore l'agrément du parti, vous êtes interdit d'avoir des activités politiques. Et donc, moi, je suis toujours respectueux des règles. C'est quelques jours à attendre, j'attendrai que ça se fasse. Et après, on sera organisé. Organisé pour nous implanter partout dans le pays et nous implanter partout où il y a des Centrafricains. Organisé pour discuter avec les uns et les autres et structurer un projet politique qui tienne compte des aspirations des Centrafricains. Il ne faut pas seulement avoir un document écrit et venir imposer aux Centrafricains, mais il faut avoir des idées, échanger avec eux et en fonction de ce que vous aurez entendu. Ça va influencer le projet politique, structurer quelque chose qui tienne compte de tout ça et le proposer aux Centrafricains, n'est-ce pas? Et se mettre en ordre de bataille pour les législatives, les présidentielles. J'imagine que pour être candidat, bien sûr, chez nous, vous avez déjà un budget. Vous avez le parti fonctionne comment? Écoutez, le parti fonctionnera comme tous les autres partis au Parlement, c'est-à-dire que les adhérents payent des cotisations, le parti aura des membres bienfaiteurs, il aura, comme tous les partis au monde, hein. Nous ne sommes pas dans un système où, comme ici, l'État finance les partis. En Centrafrique, l'État n'a pas les moyens de financer des partis. Donc ceux qui créent des partis politiques doivent réfléchir à comment ils doivent financer ces partis politiques. Et si la réflexion est bien menée, le parti a des moyens pour vivre. Si ce n'est pas bien mené, le parti tourne en rond. Donc vous voyez, nous devons, comme tout le monde, affronter ces aléas-là. Monsieur Dolégué, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur les différents partis qui existent en République centrafricaine? Officiellement, quand l'URCA sera agréé, il sera le 60e parti du pays. Y en a-t-il trop? Si on regarde le nombre, oui. Mais j'ai bien regardé la loi quand on créait le parti. La loi dispose dans l'un de ses articles que un parti politique qui, à l'issue d'élections, a fait moins de 5%, doit être automatiquement dissous. Il y a déjà eu plusieurs élections en Centrafrique. La loi date des années 2000. Donc,
Les élections de 2005, les élections de 2011, logiquement, devaient avoir fait disparaître une bonne partie de ces partis politiques. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait, mais je suis conscient. Mais qui doit voir justement régler ce problème? Mais vous savez que la loi est votée par l'Assemblée nationale et doit être mise en application par l'État et la justice. Et donc, j'espère. Donc la justice ne fait pas son travail? Je ne parle pas du fait qu'elle ne fasse pas son travail. Il faut une initiative de l'État pour que cela se fasse. Je pense que pour des raisons tactiques, les autorités de l'époque, parce que vous vous souvenez que les élections de 2011 ont provoqué beaucoup de mécontentement et que l'Assemblée nationale était monocolore. Je pense que les autorités de l'époque ont eu des remords à appliquer la loi. Mais il faut que cette loi soit appliquée. Si l'URCA est agréée demain et qu'aux prochaines élections, elle fait moins de 5% et qu'on nous signifie que ce parti est dissous de lui-même parce qu'il a fait le score moins que le score qui est réclamé par la loi, c'est normal, je comprendrais. Mais si on ne vous le signifie pas, est-ce que vous êtes prêt justement à vous retirer? Eh bien, vous savez, ça se passe comme partout ailleurs. C'est-à-dire que si avec les membres du parti, on veut prévenir la sanction qui va tomber, on peut décider de s'auto-dissoudre. Mais si on voit qu'il y a un laxisme, parce que c'est ça, quand la loi n'est pas appliquée, ben, que tout le monde se rend compte qu'il y a un laxisme, tout le monde profite de ce laxisme. 60 partis politiques dans un pays comme le nôtre, c'est peut-être beaucoup trop. Mais ça contribue à animer la vie politique. Certes, il y a beaucoup de micro-partis qui gagneraient à avoir un peu plus de visibilité, mais je ne veux pas avoir la prétention de dire que l'URCA est déjà un grand parti, c'est un parti en cours de création. Donc je ne veux pas me mettre à critiquer les autres partis alors que moi-même, je n'ai pas encore vu le jour. Alors je vais juste vous poser quelques questions d'internautes qui se disent... Aujourd'hui, vous répondez quoi à l'assassinat du jeune et brillant lieutenant Bodo qui a été tué? On dit souvent que vous et M. de Mafout avez des comptes à rendre. Alors, quand cet événement a eu lieu, j'étais effectivement chef de gouvernement. Je ne peux pas le nier. L'événement s'est passé dans des circonstances particulières. J'ai été informé quand cela a été fait, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu une réunion de personnalités qui ont décidé d'envoyer des gens pour telle ou telle personne. On m'a appris qu'il y a eu tel ou tel événement dans telle ou telle région du pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Très bien. Bon, et quant à l'argent justement, quand vous étiez à la Banque de développement des États d'Afrique centrale, on dit que ça a été un petit peu mal géré. Alors vous voulez parler de la B2AC? Alors je vous invite à... Est-ce que vous avez entendu parler de la B2AC avant? Aujourd'hui on parle beaucoup de la B2AC. La B2AC est devenue l'une des institutions phares de financement en Afrique centrale. Ça ne s'est pas fait par hasard. Quand j'ai été nommé en 2001, les chefs d'État, quand ils se sont réunis le 22 août à Franceville, c'était pour fermer l'institution. Parce qu'ils ont constaté que depuis 12 ans, l'institution tournait en rond, ne finançait aucune opération, il n'y avait que des problèmes. Donc ils se sont réunis pour fermer cette institution. Et ils ont dit finalement, on va lui donner une dernière chance, on va la confier à quelqu'un qui a à la fois une expérience de banquier et une expérience politique pour voir ce que ça donne. Aujourd'hui, la B2AC est une institution phare en Afrique centrale. Ça ne s'est pas fait par hasard. Il a bien fallu que quelqu'un s'en occupe. Quand je suis arrivé, il y avait 36 agents. Quand je suis parti, il y en avait 72. Il a bien fallu les recruter sur des bases saines, en s'adressant à un cabinet spécialisé. On a fait des réformes, on a mis la banque au niveau des grandes banques de développement en Afrique.
Aujourd'hui, cette banque reçoit des financements de toutes les institutions au monde. Il a fallu redonner confiance. Et ce travail a été fait, il a bien fallu que quelqu'un s'en occupe. Bien sûr, mais d'où viennent ces rumeurs de mauvaise gestion alors? Justement, il s'est trouvé qu'on avait un placement, on avait un certain nombre de placements. Dont le meilleur placement qu'on avait, c'était à Banque Austria, qui est la meilleure banque de l'Autriche. Et du jour au lendemain, on nous a appris que Banque Austria, sans notre avis, a réinvesti nos placements dans un des fonds de Bernard Madoff. Nous, on ne connaissait pas. Moi, je n'ai jamais entendu parler ni de ce monsieur, ni des fonds qu'il avait. Donc, du jour au lendemain, comme la plupart des grandes banques au monde, nous avons perdu de l'argent. N'oubliez pas que Bernard Madoff, c'est 50 milliards de dollars qui ont été perdus. Je n'ai pas entendu ici en Europe qu'on a accusé les directeurs généraux de ces grandes banques-là d'avoir détourné l'argent qui a été pris dans le piège de Madoff. Alors, je pense qu'il y a un problème de culture financière. En République centrafricaine? Pas en République centrafricaine, de la part de ceux qui font ce type d'affirmation. Nous sommes à l'ère de l'informatique, justement, ils interviennent sur Facebook, mais ils peuvent aussi aller sur Google, lire comment s'est passé le dossier Madoff dans les grandes banques. Quelles sont les banques qui ont perdu de l'argent de par le monde? Et vous verrez que ces banques-là sont des banques qui ont une salle de marché avec les meilleurs traders, qui ont les meilleurs juristes, qui étaient verrouillés juridiquement, mais qui ont perdu de l'argent quand même. Nous, on a fait confiance à une banque de triple A, on lui confiait notre argent depuis plus de 10 ans. Ça a commencé avant mon arrivée. J'ai continué parce que j'ai trouvé que c'était un bon produit. On s'est fait piéger, comme tout le monde. Ça, je n'en suis pas fier. Parce que la banque est toujours en procès. Et ça, vous le reconnaissez bien plus tard. Sur le moment, vous ne l'aviez pas reconnu. Ah ben comment ça, je ne l'ai pas reconnu? Je suis président d'une banque. Je convoque mes actionnaires. Je leur dis, messieurs les actionnaires, voilà ce qui s'est passé. Je convoque mes administrateurs. Les actionnaires m'ont suivi. Ils ont écrit collectivement au gouvernement autrichien. On a entamé une action collective. Les actionnaires étaient derrière la banque. Si j'étais fautif, les actionnaires auraient dit c'est toi qui es fautif, il faut un audit pour voir ce que tu as fait. Non, non, ils ont compris tout de suite parce qu'on a géré ces fonds dans la transparence la plus totale. Tous les 3 mois, les actionnaires avaient le compte rendu de chaque placement. Donc les actionnaires étaient en confiance. Ils nous ont fait confiance jusqu'au bout. Et aujourd'hui, si vous allez dans les livres de la banque, le nombre d'actions des fonds priméo, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, est toujours là dans les livres de la banque. C'est la valeur de ces actions qui a changé du fait de l'affaire Madoff. Et donc la banque est en procès contre Banque Austria à cause de ça. Si c'était de l'argent détourné, pourquoi est-ce que la BDAC serait en procès? Donc c'est des choses très simples. Et vous n'allez pas imaginer une énormité du genre qu'un dirigeant peut comme ça prendre 10 milliards dans une banque et puis on le laisse vaquer à ses occupations. Il va, il circule comme il veut, il va dans les pays de la zone, rien ne lui arrive. Vous pensez que ça existe? Hein? Les gens qui dirigent cette banque, nos chefs d'État et tout ça, ils savent. Donc quand on fait ce type d'affirmation, je trouve que quand on est un culte, il ne faut pas le montrer trop ostensiblement. Ça devient un peu, c'est gênant. C'est gênant. Donc, c'est sur la BDAC, renseignez-vous, y compris auprès des Centrafricains qui sont à la BDAC. Comment est-ce que la BDAC était gérée, y compris auprès des étrangers qui sont à la BDAC. Renseignez-vous, allez sur Internet, sur le site de la BDAC, pour voir tout ce que la BDAC a fait depuis 2001 jusqu'à mon départ. Et qu'elle continue de faire, parce qu'une banque est une continuité. Alors, ce qui est dommage, c'est que on confie pour la première fois une institution sous-régionale à un centrafricain avec une mission précise. Il se bat pour réussir sa mission. Qu'est-ce qu'il record de la part de ses compatriotes, des colibets? Ailleurs, les gens disent bravo. Et les compatriotes, ah non, il a volé, il a fait ceci, il a fait cela. C'est ça la violence qu'on entretient au quotidien en Centrafrique. Il faut qu'on sorte de là.
il faut qu'on puisse avoir l'humilité nécessaire pour reconnaître quand quelque chose est excellent, quand c'est moins bien. Oui. Mais dans le dossier de la B2AC, moi je suis content de la manière dont j'ai redressé cette banque. J'en suis même fier. Merci d'avoir fait cet éclairage. Est-ce que vous avez un dernier petit mot, bien sûr, à adresser aux Centrafricains et Centrafricaines qui nous écoutent? Oui, ce que je voudrais dire, et c'est important, c'est que pour qu'un peuple se reconstruise, il faut qu'il se fasse confiance. Les Centrafricains ont perdu confiance en eux-mêmes. Ils ont perdu confiance en leurs dirigeants. Ils ont perdu confiance en leur pays. Et tant que cette confiance est perdue, je le vois tous les jours quand je vais sur les réseaux sociaux, tous les messages sont des messages désespérés. On a l'impression qu'il faut inventer des hommes, que Dieu va envoyer des anges pour venir redresser les choses. Non, il n'y a personne qui sera créé pour venir nous sauver. C'est nous autres, avec nos qualités et nos défauts, qui devons nous mettre ensemble pour redresser la situation centrafricaine. Donc, il faut que nous réapprenons, nous, Centrafricains, à nous faire confiance entre nous, à faire confiance à notre pays, aux capacités de nos pays et à faire confiance à la capacité de nous unir pour reconstruire notre pays. Tant que cette confiance ne sera pas revenue, on tournera en rond longtemps et on laissera notre pays aller à la dérive. C'est le message important que je voulais donner aux compatriotes. Merci beaucoup. On espère vous retrouver, bien sûr, pour en savoir plus sur votre parti quand vous aurez les documents en main. C'est moi qui serai demandeur. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de l'interview sur www.bangui-wood.com. Je vous dis à très bientôt.